Moi, je vais vous présenter donc un outil qui a été mis en place par la Société française des équidés de travail pour accompagner les éleveurs à valoriser leurs équidés et les orienter vers une utilisation adaptée. Donc juste pour représenter rapidement la SFET, donc c'est la société mère des races françaises de chevaux de trait, d'ânes et mulets et de chevaux de territoire. Donc elle a pour but d'encourager l'élevage, la formation, la valorisation, la commercialisation et l'utilisation de ces équidés. Elle rassemble en tout 24 races, donc 9 races de chevaux de trait, 8 races de poneys et chevaux de territoire et 7 races d'ânes, donc que des races françaises. Donc l'outil qu'elle a mis en place, c'est le parcours d'excellence du jeune équidé de travail, donc, que j'appellerai par la suite le PGET. Donc les objectifs de ce parcours, c'est la mise en valeur des meilleurs sujets dans un but de sélection, la caractérisation des reproducteurs pour en faciliter l'exploitation, l'incitation à la préparation des jeunes équidés afin de faciliter leur mise en marché, la qualification des aptitudes et qualités des jeunes équidés à des fins commerciales, la promotion des lieux de rencontre des acteurs de la commercialisation et la contribution à la promotion des races. Donc on constate que ce parcours va nous aider à la sélection. Donc la mission essentielle de la SFET, c'est de mettre en place un parcours de contrôle de performance qui va servir aux organismes de sélection, donc notamment les associations nationales de races, qui, elles, doivent définir donc leurs objectifs de sélection, activer des outils de surveillance ou de gestion de la race, par exemple pour éviter la consanguinité au sein de leur race, et mettre en place une politique d'encouragement. C'est-à-dire que chaque race va définir sa propre politique. Après, les éleveurs sont libres de suivre ce que leur race choisit ou de choisir un autre chemin. Donc, ce PGET est mis en place sur plusieurs concours donc au niveau du territoire français. Donc, il peut être organisé sur des lieux publics ou privés et par différents maîtres d'œuvre. Donc, il y a les associations nationales de races, des associations locales ou régionales d'éleveurs ou d'utilisateurs, des fédérations d'associations d'éleveurs. Également, cela peut être des centres équestres, des mairies, etc. Donc, sur leur concours, chaque organisateur peut également faire appel à l'IFCE pour les accompagner au niveau humain et matériel, donc notamment sur le jury. Donc là, je vous présente le schéma du PGET pour vous montrer à quoi il ressemble actuellement, à savoir que c'est un parcours en construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on l'a dessiné comme ça, mais il pourra évoluer par la suite. Donc nous, on s'attarde sur les chevaux de 0 à 6 ans, c'est-à-dire pour la préparation, pour qu'ils soient prêts et éduqués à la vente et derrière pour l'utilisation. Donc on a mis une marge à la fin de 4 à 6 ans, car il y a certaines races qui nous ont dit que leurs chevaux à 4 ans, ils sont complètement prêts, et d'autres qui ont besoin d'aller jusqu'à 6 ans pour finaliser leur préparation. Donc en bas, j'ai mis MEA, ces modèles et allures. Donc ça, c'est destiné que pour les associations nationales de races. C'est elles qui gèrent cette partie-là, c'est propre à leur race. Ensuite, sur les 1 an, donc les TTS, c'est le tempérament. C'est-à-dire qu'on va observer à 1 an le spontané du cheval, voir comment il réagit, pour récupérer des informations et par la suite faire des analyses. C'est-à-dire définir peut-être soit par race ou soit par type d'équidé, quel tempérament ce cheval peut avoir. Ensuite, sur les 2 ans, ça va être plutôt l'éducation. Donc avec des épreuves d'éducation, travail en main, travail à pied, et également un pointage d'orientation pour l'utilisation qui permet de faire une photographie du cheval à ce moment-là, qui sera également reproduite à 4 ans pour voir l'évolution des équidés. Donc voilà, actuellement, nous, on a fait ce travail-là jusqu'aux 2 ans, qui a été mis en test cette année et qui va continuer l'année prochaine. Et on travaille actuellement sur les 3 ans. Donc avec là, les 3 ans, on voit qu'il y a un début de spécialisation, c'est-à-dire l'attelage, des épreuves montées ou de la traction. On pourra peut-être ajouter 2 épreuves si on a beaucoup de demandes venant du terrain. Et le but à la fin, c'est de finir sur des tests spécifiques d'utilisation. C'est-à-dire ce sera un gage de qualité pour l'équidé. L'éleveur va décider de passer tel ou tel test, c'est-à-dire que ça peut être un test pour le transport de personnes, travail agricole, transport de matériel ou autre. On fera toute une liste définie. Donc un cheval peut avoir passé un seul test ou plusieurs. L'éleveur peut décider. Donc s'il réussit le test, il aura un gage de qualité. On pourra dire ce cheval-là, il a réussi les tests pour telle utilisation. Donc une fois qu'on sera arrivé à cet aboutissement, on pourra définir que pour telle utilisation, le parcours idéal, c'est de faire telle et telle épreuve à 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc pour le moment, on encourage de faire un maximum d'épreuves de ce parcours. Et après, on pourra sûrement dessiner plus précisément les épreuves adaptées à telle utilisation.
Donc ensuite, ce PGET, il est mis en place également avec un site d'engagement, c'est-à-dire que chaque éleveur y a accès et peut choisir les concours qu'il veut faire, donc proche de chez lui, et par rapport aux épreuves qu'il désire suivre. Donc là, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le site d'engagement. Donc tout le monde, chaque éleveur peut y avoir un accès. Il choisit, là sur la gauche, la recherche par rapport ville ou la race d'équidés qu'il a, et il peut trouver tous les concours avec les épreuves proposées. Donc quelques chiffres pour vous montrer ce que représente quand même ce site d'engagement. Donc en 2015, c'était 3 449 éleveurs, 484 concours organisés sur le territoire et 14 020 engagements. Donc les différents acteurs pour la mise en place de ce parcours. Donc il y a les acteurs centraux, donc c'est les associations nationales de races, c'est-à-dire qu'elles vont optimiser la gestion et l'amélioration de leur race par ce parcours également. Ensuite, il y a tous les engageurs qui, eux, vont choisir pour leurs équidés de s'inscrire à des épreuves pour valoriser et commercialiser les chevaux derrière. Et ensuite, les acteurs techniques avec leur rôle. Donc, il y a une commission excellence qui va gérer l'ensemble des règlements de ce parcours, les ajuster si besoin, et qui va faire un contrôle général. Ensuite, une déléguée excellence nationale SFED qui coordonne ce parcours au niveau national. Des délégués régionaux SFED, donc sur chaque région, on a une personne qui est référente pour ce parcours et donc qui est en lien avec les organisateurs de sa région pour suivre la mise en place des différents concours. Ensuite, tous les organisateurs qui, eux, gèrent de manière autonome leurs concours sur ce site, c'est-à-dire qu'ils choisissent leurs épreuves, etc. Et ensuite, il y a un corps d'officiels SFED, donc des formations sont actuellement en place, notamment avec l'IFCE, donc pour les juges modèles et allures, des juges d'utilisation, des chefs de piste, des pointeurs et des observateurs tempérament. Donc tout ceci se met en place parce que c'est un cadre qu'on est en train de poser, donc tout n'est pas encore prêt à la date d'aujourd'hui. Donc pour finir sur cet outil, donc, il faut savoir que c'est un outil quand même évolutif, c'est-à-dire que sur ce site, on peut intervenir et faire des mises à jour quotidiennes. Donc soit que sur un concours, par exemple ajouter une épreuve, il y a un cheval qui n'est pas engagé dans la bonne épreuve, où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui coince, on peut l'actualiser directement. Et on consulte également tous les acteurs, c'est-à-dire que toutes les ANR sont consultées à chaque décision pour savoir s'il y a des choses à ajouter, à changer, etc. Ensuite, c'est un outil donc participatif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque organisateur a son accès sur le site et crée directement son concours. C'est-à-dire qu'elle va choisir ses catégories d'âge, les épreuves qu'elle souhaite, le lieu du concours, le jour du concours, et elle peut suivre aussi les engagements au fur et à mesure. Et elle crée donc son programme derrière, etc. Ensuite, les associations nationales de race ont également un accès, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir une vision globale d'où leur race est présente sur le territoire, sur quel type de concours, sur quel type d'épreuve. Comme ça, elles peuvent se rendre compte que des fois, des berceaux de race, donc d'une race, par exemple les Bretons, ils ont leur concours chez eux, mais il y a énormément de chevaux bretons dans le sud-ouest de la France également. Donc là, maintenant, ça leur permet d'avoir une vision, un peu la quantité et quel type d'épreuves ils font. Et ensuite, chaque éleveur donc, peut se connecter sur ce site également, avec un accès pour gérer leurs engagements. Ils choisissent leur concours, ils peuvent retirer donc, leur facture directement. Ils ont toute la liste des équidés qui est directement sur cette page-là parce que c'est relié à CIR. Toutes les données sont reliées à CIR, donc ils n'ont pas besoin de tout re-rentrer sur leurs équidés. Et ils ont l'historique des encouragements perçus aux épreuves qu'ils ont réalisées. C'est également donc, un outil communicant car il permet à chaque acteur d'avoir un accès également aux formations disponibles, donc les formations que je présentais tout à l'heure, avec le site Équidés Formation. Par la suite, comme donc c'est toujours un site évolutif, chaque juge aura un accès également pour voir sur quel concours il est présent, quels chevaux il a jugé et sur quel concours. Et où est-ce qu'on peut avoir besoin de lui. C'est-à-dire que les organisateurs pourront dire moi, pour ce concours-là, je veux tel et tel juge. Ensuite, l'ensemble des résultats des équidés, c'est-à-dire, en plus, comme c'est des résultats qui vont nous permettre de savoir s'ils ont réussi également des tests, va remonter sur la page des éleveurs. C'est-à-dire que chaque éleveur peut se créer une page directement sur le site de son association nationale de race avec tous les résultats de son cheval. C'est-à-dire que s'il y a un potentiel pour tel cheval, il peut aller voir cet équidé et il verra tous les résultats qu'il a pu avoir sur ce parcours d'excellence. Donc ça lui permet de visualiser que ce cheval, on sait que dans, je sais pas moi, l'épreuve d'attelage, il est très performant. Et ensuite, donc, c'est également toutes ces informations sur les équidés qui sont partagées donc, sur un site qui vient d'être mis en place, qui est Équidés Vente.
donc qui est nouveau depuis cette année. Donc toujours avec la même chose, on a toutes les informations sur le palmarès du cheval, également un commentaire de l'éleveur, et on peut suivre ce qu'il fait au fur et à mesure. Ça se met à jour dès qu'il y a un nouveau concours. Donc, voilà pour moi. Merci Laure. Donc on voit là qu'il y a la SFET étant la représentation de l'élevage, on voit qu'il y a une volonté là de ne plus, comme ça s'est fait depuis des décennies, produire des chevaux pour toucher des primes. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de produire des chevaux qui répondent à un besoin, qui répondent à une attente, qui sont caractérisés, qualifiés, et on est dans une démarche de préservation, de conservation, puisqu'on est avec des races à faible effectif, donc conservation par la valorisation. Donc effectivement, c'est un outil qui est au service de la profession, des prestataires de services, et l'objectif, c'est bien effectivement de leur fournir des équidés dont ils pourront apprécier les compétences. Alors on va voir avec Stéphane, et vous poserez des questions sur les deux exposés ensuite. Donc Stéphane Gallet, qui lui est moniteur d'attelage, d'équitation, il est formateur à Saint-Hilaire-du-Harcouët au CFA. Il est également comportementaliste équin, il est lui-même paysan maraîcher, donc il a tout plein de casquettes. Et c'est également le président du réseau Faire à cheval, faire pas le faire du cheval, mais faire pratiquer à cheval. Stéphane, c'est à toi pour un petit quart d'heure. Je vais vous présenter un travail que j'ai effectué sur la caractérisation des chevaux dans le cadre d'un partenariat avec les parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel et le CFA, CFPPA de la baie du Mont-Saint-Michel de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Je suis moi également très sensible à cette thématique en tant qu'utilisateur, Eric l'a rappelé, mais aussi en tant que président du réseau Faire à cheval, un réseau de promotion du cheval utilitaire. Voilà. C'est une thématique qui est centrale pour nous et à laquelle on a souvent des débats autour de ces thématiques sur le choix et la caractérisation des chevaux en général. D'abord, quelques constats. On sait que cette question, je viens de le dire, est centrale, car malgré un contexte de développement de l'hypomobilité, on rencontre souvent des difficultés. Hop, je ne vais pas passer là. Excusez-moi. Mince. Hop, je vais y arriver. Voilà. On rencontre toujours des difficultés au moment de concrétiser les projets. Les projets sont souvent un peu fragiles, car il y a toujours une alternative au cheval, surtout s'il y a un doute sur la sécurité et ou la bientraitance. Donc je ferai un petit aparté sur la bientraitance, parce que je pense qu'à mon avis, c'est un sujet qui va être très problématique dans les années à venir sur l'utilisation du cheval, qui est général aussi sur la domestication des animaux en général. On est interpellé notamment par des associations qui font du lobbying auprès des élus sur la domestication et qui souhaitent, qui promeuvent l'abolition de la domestication. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre en amont et auquel on doit réfléchir ensemble pour apporter et communiquer sur nos pratiques et apporter des solutions concrètes. Parmi les difficultés rencontrées, souvent on a des utilisateurs, on en a parlé tout à l'heure, qui sont formés à la conduite des chevaux, mais qui ne sont pas non plus des professionnels du cheval et qui ne sont pas forcément en compétence de rectifier des erreurs d'apprentissage. Et puis les animaux travaillent dans un contexte stressant, souvent urbain, et ils n'ont pas été sélectionnés jusqu'ici dans un objectif utilitaire. On l'a dit tout de suite, c'est pour ça que voilà, le PGET se met en place. On a parfois des difficultés à travers un cheval qui correspond aux attentes des commanditaires. Donc on rencontre souvent, quand on veut acquérir un cheval, des problèmes de comportement, des problèmes d'éducation et aussi un manque de transparence sur le vécu du cheval. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval utilitaire ? Dans la recherche, les commanditaires nous font part de leurs souhaits. Ils recherchent avant tout un cheval calme, sécurisant, facile à manipuler, adapté à l'utilisation. En un mot, un cheval docile avec une absence de désobéissance. Voilà.
Quand on discute avec les commanditaires, c'est ce qu'ils souhaitent. Un cheval facile à manipuler, donc un cheval docile. Et la docilité, c'est une garantie pour la relation, une relation de qualité. Et ça, j'insisterai beaucoup là-dessus. À mon avis, la garantie de la sécurité et du bien-être de l'animal dans un contexte de travail, c'est la qualité de la relation qu'on va créer avec lui. Donc, la relation, c'est un échange interactif dont la qualité dépend de la dynamique cheval-meneur et du contexte environnement. Les critères à prendre en compte chez le cheval sont le tempérament et l'éducation. Donc l'éducation, on en a parlé aussi, les autres intervenants l'ont un petit peu abordé, mais j'ai entendu que pour le cheval, par exemple, c'était un problème de retenir la voiture, mais c'est aussi un problème d'éducation. C'est vrai que physiquement, c'est difficile pour lui, mais on peut lui apprendre. Et c'est un processus progressif qui va de l'arrêt au rassemblé et au reculé. Et ça, il peut le faire sans mettre en œuvre ses capacités physiques. Les critères à prendre en compte chez le cocher sont la formation, l'expérience et la capacité d'observation. Donc on voit dans ce schéma que la formation est un facteur clé, c'est pourquoi il faut travailler de façon indépendante sur l'aptitude des cochers et des chevaux. Donc on en a parlé tout de suite, mais le rôle du cheval est prédominant dans la relation, parce qu'un cheval difficile à utiliser reste un danger dans un environnement stressant, même pour un champion d'attelage. Il est donc indispensable de caractériser les chevaux destinés au service, c'est-à-dire de mettre en relief les caractéristiques individuelles des individus qu'on va acquérir. Voilà. Par rapport à la question de sécurité, c'est vrai qu'elle se cristallise souvent sur les risques d'emballement. Et à cela, on a tendance à vouloir apporter des solutions techniques ou technologiques. Moi, j'ai entendu des fois parler de timons détachables ou d'airbags ou je ne sais quoi encore. Mais moi, je pense que c'est une erreur parce qu'on détourne notre attention de la vraie problématique, c'est-à-dire de choisir des chevaux adaptés à notre service et qui ont une grande capacité à rentrer en relation avec le meneur ou le cocher. Et la sécurité, à mon sens, c'est d'abord ça. Et par rapport à mon expérience d'attelage, j'ai vécu des fois des situations très critiques et je remercie mes chevaux d'avoir écouté ma voix, d'avoir réussi à gérer leurs émotions parce que j'avais entretenu avec eux une relation qui, je pense, était à peu près bonne. Avec d'autres chevaux, je pense que j'aurais eu quelques problèmes. Alors, la caractérisation, quels outils? Alors, outre de garantir la sécurité des passagers et des usagers de la route, de permettre aux collectivités territoriales d'acquérir des animaux adaptés à leurs besoins, la caractérisation permet de donner aux éleveurs, dresseurs, des outils pour orienter leurs décisions d'élevage et de travail des chevaux, de structurer et de professionnaliser la filière du cheval utilitaire, et aussi de permettre la création de réseaux éleveurs, dresseurs, éducateurs spécialisés. Je pense qu'il y a besoin de créer un réseau, parce que ce n'est pas le même métier d'être éleveur, d'être débourreur, ou d'être éducateur spécialisé. On peut élever, on peut juste faire un débourrage classique, mais aussi on peut être éducateur spécialisé, c'est-à-dire mettre un cheval au maraîchage, au débardage ou au roulage. Et ce n'est pas forcément les mêmes compétences. Valoriser les professionnels grâce à des critères plus objectifs que la réputation ou les résultats en concours, comme la formation, les connaissances ou l'expérience. C'est vrai que souvent, on a tendance, quand on veut acheter un cheval, à aller vers la personne qui a une bonne réputation, une bonne renommée. Mais la renommée, ça s'appuie sur quoi? Donc je pense que les outils de caractérisation permettent de focaliser en fait, sur des gens qui ont des réelles compétences. 10 minutes qui me restent. Ouais, c'est compliqué ça. Alors, selon moi, 2 étapes et 2 outils nécessaires. Un outil de sélection des potentiels, donc c'est ce dont tu as parlé, excuse-moi, Laure, voilà, donc le PGET, qui est mis en place dans le jeune âge, en fait, pour appréhender les potentiels de chevaux. Et puis un outil de caractérisation des chevaux âgés, prêts au service, donc un outil d'aide à la prise de décision des commanditaires. Alors, comment mettre en évidence les aptitudes des chevaux? On en a déjà parlé un petit peu, hein, c'est de réaliser un profilage à l'aide de tests. Il s'agit de mettre les chevaux dans des situations et puis d'observer leur comportement. Ça permet à l'évaluateur de le guider dans ses choix. L'objectif est d'établir une correspondance entre le résultat d'une tâche que l'on demande au cheval et les critères de qualité du résultat fourni. Il ne s'agit pas juste que le cheval passe la bâche, où on va mettre acquis non acquis, mais comment il passe la bâche.
quel comportement il a face à la situation. Est-ce que c'est un comportement fuyant, un comportement stressant, ou est-ce qu'il le fait de façon facile, et avec tous les signes comportementaux qu'on peut observer. La grille est un outil d'objectivité pour l'évaluateur. La grille permet le jugement entre évaluateurs. On évite ainsi les évaluations subjectives dues à une observation influencée par l'expérience du jury. Malgré toutes les compétences des évaluateurs, on a toujours une expérience qui influence notre jugement. Donc une expérience par rapport à nos chevaux, par rapport à ce qu'on attend des chevaux aussi. Et donc voilà, les grilles, un des objectifs, c'est d'harmoniser tout ça. On évite également que les évaluateurs aient un jugement influencé par un critère d'évaluation spectaculaire mais peu pertinent, ou qui seul ne permet pas de définir le profil d'un cheval. C'est vrai que si on regarde un cheval évoluer et qu'on voit quelque chose, je sais pas moi, il part d'un coup au galop et on va retenir ça, alors que pendant tout le reste, peut-être que dans le contexte, ça se passait bien et que ça, cet élément-là, ce comportement-là, il n'est pas pertinent dans le jugement. Donc, pour être plus objectif possible, il s'agit d'affiner les critères. Et donc ça, je pense que c'est très important dans les grilles d'évaluation, quel que soit le cursus d'évaluation, c'est de travailler sur les niveaux de critères. Donc moi j'ai mis à gauche tout à gauche l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait faire au cheval. Donc là il s'agit d'une action d'approche, très simple. Les critères d'évaluation, ce qu'on va évaluer, quel est le comportement du cheval lorsqu'on l'approche. Et puis les critères d'observation, comment le cheval se comporte quand on l'approche. Et puis aussi les critères comportementaux. Par exemple, signe de défense, qu'est-ce que c'est qu'un signe de défense? Donc là j'ai mis queue plaquée, tension musculaire, oreille en arrière, etc. Donc par contre, les critères comportementaux, ça c'est des critères que l'évaluateur doit posséder dans ses compétences. Voilà. Sinon, la grille d'évaluation est trop lourde et c'est compliqué. Donc, mais bon, si on est évaluateur, c'est qu'on a déjà des compétences d'observation. Donc, pour illustrer mon propos, voici ce qui a été proposé à la compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel pour les aider dans le choix des chevaux. Donc, je leur avais proposé 5 épreuves d'évaluation avec des mises en situation très pratiques basées pour les tests de comportement sur les travaux de Léa Lansade sur le tempérament. Donc des tests d'évaluation profil comportemental en main, donc ça rejoint un petit peu ce qui est fait au PGET, hein, des tests d'évaluation profil comportemental attelé. Donc là il s'agit de cerner un petit peu le tempérament du cheval en dehors de son apprentissage. Et puis des tests d'évaluation profil éducation attelée et une évaluation physique transversale. Donc les profils d'éducation attelée, c'est vraiment de voir le niveau de dressage du cheval. Donc à chaque évaluation, 3 évaluateurs pour avoir un regard croisé et des cochers différents pour chaque test afin d'éviter que par leur expérience et leur envie de bien faire, ils limitent l'expression des comportements. Donc ça, je pense que c'est à mon avis un biais dans les PGET, c'est-à-dire que si c'est l'éleveur qui présente son cheval, il va essayer de bien faire. Il n'y a rien à faire, il veut faire au mieux. Sauf qu'en faisant au mieux, il va limiter le comportement du cheval. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est quel est le comportement du cheval dans la situation. Donc il faut être très neutre dans son menage. Donc ça, c'est difficile de demander ça à des meneurs experts parce que soit ils font du concours, soit ils sont regardés, donc ils vont vouloir faire bien. Donc en croisant et en mettant des cochers différents dans chaque situation, on peut pallier à ce biais. Ouais, moi je vais y arriver. Donc voilà une grille d'évaluation. Donc ça, c'était l'évaluation attelée, profil comportemental. Donc un test, là, il s'agissait d'observer la réaction des chevaux au niveau du tempérament à des objets nouveaux ou à la soudaineté. Donc un test cycliste, donc en attelage à 1, l'équipage est dépassé par un cycliste et on regarde la réaction du cheval. Donc j'avais mis 3 cases, une rouge, donc là c'est un profil négatif en fait. On fait l'addition de tous les tests et si le cheval se profile dans le rouge, on dit qu'il est inapte. Un profil orange, c'est peut-être un cheval à revoir après une période de remédiation, et un profil vert, c'est-à-dire un cheval donc, qui va bien au niveau du comportement. Donc des tests de croisement véhicule grand gabarit en attelage à 1, et puis surtout des épreuves qui sont faites à 1, parce que c'est comme ça qu'on évalue le mieux l'individu, et puis des épreuves qui sont faites attelées en paire, parce qu'on a besoin aussi de savoir comment le cheval se comporte quand il est accompagné d'un autre, et si l'autre peut temporer aussi un peu les réactions.
Donc j'insiste pas sur les signes comportementaux. Vous voyez, on prend en considération le rythme cardiaque, les signes évidents de peur, sachant qu'il faut avoir déterminé c'est quoi les signes évidents de peur. Donc c'est là qu'on revient aux critères d'observation. Donc évaluation attelée, profil éducation. Donc ça c'est plus classique, hein, ça ressemble à, voilà, à ce qu'on a l'habitude d'évaluer par exemple dans une reprise de dressage, hein, mais je l'ai adapté un petit peu à l'utilitaire en fait, en mettant en place une mania utilitaire. Voilà, avec un passage de U, un passage de pont, un arrêt prolongé, etc. Une sortie en extérieur, chemin, zone urbaine, attelage à 1, et puis une sortie en extérieur, pareil, chemin et zone urbaine, attelage à 2. Et à chaque fois, on va regarder les problèmes de locomotion, les problèmes de respect de main, le problème d'éducation sur l'arrêt reculé, et pareil, 3 niveaux de critères, critères inaptes, remédiation ou acquis. Donc interpréter les résultats. La grille ne remplace pas le jugement des évaluateurs, mais elle permet d'établir le profil à partir de la combinaison des résultats des différentes épreuves. Donc là, moi, je vous ai présenté 2 grilles. J'en avais fait une pour chaque évaluation. Et l'idée, c'est on combine tout ça et on voit si le cheval est plus dans le profil rouge ou s'il est plus dans le profil orange ou s'il est plus dans le profil vert. Et en faisant la combinaison des 3 évaluateurs, on doit à peu près, je pense, être dans le vrai. À noter que les épreuves comportementales sont incontournables car le tempérament est stable dans le temps et entre situations. Par conséquent, et là je vais peut-être faire réagir, mais un cheval peureux reste intrinsèquement peureux malgré le travail d'accoutrement qui a pu être réalisé. L'interprétation est modulable, il faut déterminer le niveau d'exigence en fonction de l'objectif. Donc ça dépend de ce qu'on veut, ce qu'on attend du cheval défini. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose si on attend un cheval qui va travailler par exemple dans un parc et qui va rencontrer toujours les mêmes situations à peu près déterminées, ou s'il va travailler dans différentes villes, passer d'une ville à l'autre en rencontrant des situations stressantes, etc. L'exigence peut varier en fonction de l'expérience du cheval et du contexte de travail. Conclusion. Pour répondre aux attentes de la filière des collectivités territoriales, comme il a été souligné dans un rapport ministériel, dans un rapport ministériel de 2012, il est nécessaire de poursuivre une réflexion collective qui dépasse les intérêts individuels pour créer des outils consensuels. Et pour ma part, je pense qu'il serait judicieux de promouvoir les démarches de caractérisation auprès des collectivités, de valoriser l'implication de la transparence chez les éleveurs, éducateurs ou préparateurs, notamment en rémunérant correctement les chevaux issus de processus de caractérisation. Donc ça veut dire que les collectivités, il faut qu'ils s'engagent à payer les chevaux. Et quand on fait l'addition du parcours d'un cheval entre éleveurs, éducateurs, et puis éventuellement, on parlait de formation continue suivie sur site sur plusieurs mois, eh ben, en dessous de 7 000 €, on ne fait pas grand-chose, quoi. Créer des outils complémentaires, et là, je parle d'un carnet de suivi des acquis. Donc ça, je pense que ça serait vraiment bien pour la transparence, c'est-à-dire qu'un document pré-rempli qui serait remis à l'éleveur dans lequel il pourrait noter tout ce qui se passe au niveau du cheval. C'est vrai que c'est difficile pour l'éleveur de tout noter, mais au moins les grandes problématiques qu'il a pu rencontrer, et puis les étapes d'apprentissage qu'il a mis en place. Parce que ça nous manque régulièrement quand on veut choisir un cheval, c'est qu'est-ce qu'il a vécu. L'historique, on le prend des fois en pleine face quand on le met en situation. Et c'est au moment de l'achat qu'on voudrait savoir ce qu'il a vraiment vécu dans son parcours d'apprentissage. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je remercie Stéphane pour sa présentation.